On y va. Alors, c'est l'appel, si vous voulez bien. Les présidents Rouget, présent. Bernard Leclerc, Béatrice Paulin, Samy Veillard, présent. René Maratier, Jean-Claude Pénicaud est annoncé. Merci. On notera quand il arrivera. Jean-François Girard, présent. Christophe Noquet, présent. Spécialement revenu. Cyril Favreau, qui est resté là-bas. Michel Verrecken. Voilà Jean-Claude. Voilà. Je l'annonçais, il suffit d'annoncer Jean-Claude qui arrive. Michel est présent. Pierre a donné pouvoir. Pierre a donné pouvoir. Pierre à René. Parce que j'ai celle de Jean-Pierre. Jean-Pierre donc à Michel Verrecken. Daniel Esquivel est là. François Denier est là. Merci. Donc on a le forum, on peut probablement délibérer. Je vous propose on a essentiellement fait ce conseil pour choisir les entreprises retenues pour le spectacle. On était en commission d'appel d'offres avec Bernard, Laurent et Michel, donc on a une proposition à vous faire. Je vous propose que ce soit Jean-François qui nous fasse le secrétariat. Merci Jean-François. Et je vous propose que deux ajustements, on naturellement prendra des questions le moment venu. Le premier dossier, demande de classement de la commune en station de tourisme, malheureusement ne peut pas être délibéré aujourd'hui. Je dis malheureusement parce qu'on a tout fait pour que ce soit le cas, puisque je vous l'ai précisé au dernier conseil, on va obtenir la paix du tourisme, donc, qui permettra à nos offices de tourisme de passer en première catégorie. C'était le préalable pour que nous puissions déposer un dossier de station classée, avec tous les avantages que cela requiert, et retrouver donc un statut. Malheureusement, pour prendre la délibération, il faut viser l'arrêté du préfet classant nos offices de tourisme en première catégorie. La machine administrative est ainsi faite qu'entre les offices de France qui qualifient la demande, puis transfère le dossier au préfet sous contrôle du ministère des Finances, le dossier n'est pas revenu de la préfecture. Bon, je pense qu'on traitera de la question probablement le 18 janvier. Je vous demande d'ailleurs de noter la date. Il est fort probable qu'on ait un conseil municipal le 18 janvier, à la même heure, parce que là, on sera dans un autre processus également administratif un peu long, ô combien Laurent, qui le maîtrise mais qui le subit, comme nous. C'est la fin de l'enquête publique du port, qui nous permettra de délibérer pour demander au préfet de prendre l'arrêté autorisant les travaux du port. Donc 18 janvier, si on le fait, c'est pour laisser le préfet à 2 mois pour prendre son arrêté, et en même temps, on aura lancé la consultation des entreprises, et je le dis à Michel, Bernard et Laurent, on a, j'espère, en janvier, ouvert des plis, et permis ainsi d'avoir simultanément, dans les 3 premiers mois de l'année, l'arrêté du préfet autorisant les travaux du port, et les entreprises pour les réaliser sur un planning qui s'étalera entre 2019 et 2020. Donc, je vous propose de retirer la demande de classement de la commune, qu'on passera donc le 18 janvier, et je te propose, Laurent, que tu fasses un point on choisira les entreprises retenues pour le parking Pijan, parce que tu auras la main sur des travaux, parce que moi-même, Bernard, puis toi, avons été alertés sur l'antenne Orange dans le nord de la commune, et on a fait des séries d'arbitrages sur lesquels Laurent reviendra à ce moment-là. Voilà, je te laisse le soin de présenter le compte-rendu. Alors, monsieur le maire, le conseil municipal a le vendredi 16 novembre 2018. Je suis désolé, chers collègues, pour la voix sympathique que j'ai. On va s'habituer à ça, parce que c'est que ça. C'est la saison. Donc, on a décidé d'effectuer une décision modificative au budget communal, et puis aussi, nous avons fixé le montant de la 4e exonération de droit prévue à l'article L 2333-31 du CGCT. À 10 € la nuitée, le montant du loyer plafond pour lesquels les locataires qui verseront un loyer inférieur seront exonérés à la taxe de séjour. Nous avons aussi refusé de prendre en charge la demande de remboursement à hauteur de 1 200 € correspondant aux honoraires de l'avocat de la Cour de cassation de l'ancien maire au motif que cette facture n'a pas été prise en charge par la commune et donc par les contribuables. Nous avons accepté de nous joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d'une convention de participation
que le centre de gestion va engager en 2018, conformément à l'article 25 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 pour le risque prévoyance. Nous avons aussi approuvé les devis afin de répondre à l'appel à projet de l'école numérique innovante de ruralité, phase 2. Il s'agit de soutenir le développement de l'innovation numérique pour l'éducation dans les écoles élémentaires des communes rurales, sachant que la subvention de l'État couvre 50% de la dépense engagée pour la collectivité pour l'école. Nous avons aussi pris acte des modifications stipulées dans l'annexe 2 au projet d'avenant numéro 1 au contrat régional de solidarité territoriale dans le cadre du CPER 2015-2020, pour le 2015-2020, et qui concerne uniquement les projets de l'Aiguillon-sur-Mer. Nous avons déclaré d'intérêt général la demande de renouvellement de la concession des plages naturelles pour une durée de 12 ans, et nous avons aussi autorisé le maire à choisir les attributaires des sous-traités d'exploitation qui occuperont une partie du domaine public maritime. Nous avons approuvé l'avenant numéro 3 à la convention opérationnelle de maîtrise foncière entre l'EPF et la commune. Et puis nous avons voté une subvention exceptionnelle d'un montant de 700 € dans le cadre de la solidarité du département de l'Aude pour aider à la reconstruction des équipements publics dévastés le 15 octobre 2018. Nous avons aussi entendu des informations diverses et les suivantes, notamment sur la chicane mobile route de la Pointe d'Arcet. Celle-ci sera donc maintenue mais fixée de façon définitive avec un passage pour les cyclistes. Nous avons parlé des employés municipaux qui doivent respecter le code de la route, notamment les sens interdits. Et nous avons deux grenouilles de chenilles processionnaires dans les pas maritimes près du Petit Pont. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Ces derniers ont été traités récemment et la commune envisage d'enrayer ce problème grâce à l'éco-piège, notamment le cerclage. Et voilà, monsieur le maire et mes chers collègues, ce que nous avons traité la fois dernière, c'était le vendredi 16 novembre 2018. Merci Laurent. Des questions sur ce compte rendu pour l'approuver? Pas de vote contraire, pas d'abstention. Une abstention. Merci. Juste un mot sur les chenilles, parce que c'est un sujet qui a été lourdement et qui est encore d'actualité. C'est une question que j'ai réabordée en bureau de la communauté de communes, puisque c'est une compétence communautaire. Le traitement a bien été fait, mais à notre avis de manière insuffisante. C'est ce que j'ai pu dire, et je pense que le collègue de la Tranche n'était pas là, mais c'est une question qu'on partage avec la Tranche sur nos massifs forestiers. Je m'interroge et j'ai interrogé mes collègues membres du bureau sur un éventuel retour de compétences à la commune, moyennant des budgets appropriés, parce que je trouve que cette question est assez importante dans notre massif forestier pour ne pas la traiter avec de la proximité. Voilà, donc j'attends de voir des réponses. Je pense qu'on paye aussi un trou dans la raquette en 2017. Je vous rappelle qu'il y avait un syndicat mixte en 2017 qui était largement financé par le département de la Vendée. Le département de la Vendée s'est retiré d'un certain nombre de structures, dont ce syndicat mixte, et a laissé les communes seules en responsabilité du traitement des chenilles processionnaires, ce qui pose des questions financières. Donc il y a eu peu de campagnes en 2017 et à mon avis une campagne insuffisante en 2018. En tout cas, il faut qu'on reprenne le pouvoir. Merci pour cette approbation. Je vous propose qu'on démarre nos délibérations donc directement par les tarifs 2019 que Bernard va nous présenter. Petit travail annuel, passionnant. Donc les tarifs municipaux pour le 2019, à partir de maintenant. Pour matériel et quelques emplacements. Donc pour le matériel, il y a un prix pour une chargeuse avec chauffeur, 137 €. Il faudrait que tu arrives à faire la liste sans te marrer après. C'est d'abord passionnant. C'est Boris Vian faisait des poèmes. Un camion Iveco avec chauffeur, 76 €. Un tracteur avec chauffeur, plus intéressant, 89 €. Un camion Renault Master avec chauffeur, 79 €. Le prix de l'heure d'un ouvrier, 33 €. Et la location d'un nettoyeur haute pression, 57 €. Mise à disposition de la scène mobile. La journée, 276 €. La demi-journée, 140 €.
Alors, maintenant on passe aux emplacements pour les cirques. On ne peut accueillir que des cirques moyens ou petits. Donc, le cirque moyen, sachant que c'est la place de la mairie, 100 €. Et petit cirque, 43 €. Emplacement pour les véhicules de démonstration. Petite place de la mairie, 145 € et grande place de la mairie, 159 €. Redevance d'occupation du domaine public, le mètre carré, 33 €. Redevance occupation du terrain dans la zone de solidarité, uniquement pour du package d'animaux domestiques, 150 € par an. Ça, c'est nouveau, hein. Oui, c'est nouveau, c'est une nouveauté ça. Alors, c'est une nouveauté parce qu'on a des demandes de package de chevaux sur des terrains des zones de solidarité, ce qui est plutôt bien, parce que ça permet d'avoir une activité, ça entretient, mais on n'avait pas de tarif. Je crois qu'on indique ce tarif à la réserve près que les propriétaires des animaux clôturent les zones de package pour qu'on n'ait pas à courir après les chevaux et les ânes, comme ça m'est arrivé l'hiver dernier. Et les ânes, c'est pas très fin, surtout les jeunes. Ah oui. Bernard. Salle municipale, pavillon des dunes, manifestation familiale. Pour les habitants de la commune, 370 €. Pour les habitants extérieurs, 480 € par jour. Manifestation autre, commune, habitants de la commune, 490 € et habitants extérieurs, enfin personnes extérieures, 650 €. Le deuxième jour de location de salle, 100 € en particulier pour les mariages, parce qu'il faut ranger, faire le ménage, etc. 100 € et 100 € d'ailleurs, c'est 100 € pour le deuxième jour. 20 donneurs, 130 €, 130 €. Le hall d'accueil, ça, je ne sais pas si on l'applique vraiment, 80 €, 80 €. Pour deux personnes, ça devrait être. C'est 40 par personne. C'est bizarre. La caution, alors la caution, on va devenir un peu plus regardant pour la caution des associations en particulier, parce qu'on a eu quand même quelques problèmes. On n'a pas de personnel attitré pour s'occuper de la salle, et du coup, des fois, il y a des gens qui font la vaisselle et puis ils mettent les assiettes sales par derrière. Donc J'ai peut-être trouvé quelque chose. Vas-y. Le problème, c'est que quand on sort la vaisselle avant, c'est bien beau de sortir toute la vaisselle, mais après, dans cette cuisine, il n'y a pas de place. Oui, oui. Donc, pour ranger la vaisselle, quand tu es en train de travailler, tu sais pas la mettre. Par contre, il y a un placard où il y a des WC handicapés. Je ne sais pas s'il existe toujours, je ne sais pas s'il y a dedans. Non, c'est un WC handicapé. Non, à côté du WC handicapé, il y a un Il y a un placard. placard. Ce qui serait bien, c'est. Oui, il y a un placard. Il y avait des bols à soupe, il y avait des trucs dedans. Alors, je ne sais pas s'il y a toujours. Ce qui serait bien, c'est que quand quelqu'un loue la salle, il demande le nombre d'assiettes, le nombre de couverts et tout. Et on sort du placard fermé, on le met dans ce placard, et les gens le re-rangent dans ce placard. Effectivement, tu en as Puis discuté. comme à l'aiguillon, tout compter. On a discuté avec Laurent et on va. Parce que le problème est dans la cuisine, quand tu sors toute la vaisselle puis les verres, tu sais où les mettre. Quand tu es en plein train de travailler, tu as dans ce placard, c'est ce placard. Toute la vaisselle, tu la mets dans ce placard. Tu as accès à toutes les assiettes. Ou alors on met toute la vaisselle dans ce placard-là, on ferme à clé, puis après on met la vaisselle avec les gens veulent dans le placard de la cuisine. On a envie de sortir le nombre d'assiettes dont les gens, le nombre de couleurs dont les gens ont besoin, et on va le faire. Au moins, ça sera. Rien et tout compté. Ok, merci. Alors, continuons pour les tarifs. Manifestation associative. Toute occupation gratuite, ça on s'était engagé, et pour l'extérieur, 250 €. Voilà, du coup, c'est 20 donneurs, 130 € pour les habitants extérieurs. Personnel communal, pour manifestation familiale, anniversaire réunion de famille, 180 € et pour manifestation autre, mariage, 240 €. Syndic de propriété, 235 € ou 235 €. Nettoyage après manifestation, 280 € ou 280 €. Et cours privé, 2 utilisations par semaine, 60 € par mois, 80 € par mois. En fait, c'est quelqu'un qui voulait donner des cours, mais ça n'a pas abouti. Pour l'instant. Restaurant scolaire.
Manifestation privée pour familiale, la journée, 305 € pour la commune, 305 € pour l'extérieur. Manifestation familiale, la demi-journée, 210 €, 210 €, et vin d'honneur, 80 € ou 80 €. Personnel communal, 150 €, et manifestation familiale, la demi-journée, 105 €. Manifestation associative, donc pour l'extérieur, 170 €. Gratuit ou 130 € pour les autres manifestations, je ne sais pas du coup c'est bizarre. Non, c'est sans la Oui, mais non, on est revenu dessus. Vin d'honneur gratuit ou 80 €. Salle de réunion du foyer des jeunes, syndic de propriété, 76 €, quelle que soit l'origine, et association pour des réunions, gratuit pour les associations fautaises et 50 € pour les associations extérieures. Syndicat de copropriété, salle de la mairie, pardon. Salle de la mairie, syndicat de copropriété, 142 € ou 142 € pour l'extérieur. Association gratuit. Centre nautique, association sportive, occupation du vestiaire 2 fois par semaine, 300 €. Alors peut-être qu'on peut déjà voter sur ces blocs-là, il y en a. Parce qu'après tu passes à l'aire de camping-car, non? Oui. Alors, moi je propose qu'on commence par délibérer sur ces tarifs qui sont sans changement sauf ajout quand on vient de le voir. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Des abstentions. Juste pour une Oui, question. vas-y. La cantine scolaire, c'est 305 €. Je trouve que ça fait pas beaucoup de différence entre la salle des fêtes de la salle du casino. Ça fait pas beaucoup de. Alors, le séance scolaire, 305 €. Et la salle, c'est 370. 370. 370, ça fait pas beaucoup d'écart, hein. Oui. La grandeur. Alors, la question c'est qu'est-ce qu'il faut augmenter? Oui, vous baissez. Moi, j'aime la cantine scolaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout à fait la même demande, c'est pas le même public. C'est pas la même C'est grand, quoi. La salle des fêtes est Moi, grande. La salle des fêtes est plus grande. Les gens qui sont Parce que j'aurais pas tendance, si tu veux. Non, Voilà, mais c'est que je si on dis que ça baisse fait les cher, tarifs, ça fait cher la cantine par rapport à Oui, la salle des fêtes. si on se fait à baisser la cantine, il y a un moment. Ouais, le pavillon de dessus, il faudrait le laisser comme il est. Ah ouais, faut pas augmenter. On le loue un tout petit peu plus, mais c'est pas encore. Je crois qu'on peut faire une progression. Dans ce cas, il faudrait baisser un peu la cantine. 305. Si vous voulez, quand on la diminue symboliquement, on peut. Ça devrait être au-dessus de 300. 295. Oui, moi j'ai 295. 295, même si c'est pas loué, ça sera une différence. Moi, c'est presque les loués. Ouais. Non, que pour la commune. On est d'accord, donc avec cette intervention, le vote a été acquis. Juste pour votre info, on en a parlé en bureau tout à l'heure. On cherche des financements, notamment auprès de l'État, pour une remise en conformité de la cuisine et du bar du pavillon des Dunes, pour avoir ainsi fini la rénovation de cette salle qui en avait bougrement besoin. La partie cuisine est quand même finie. Il y aurait besoin d'y revenir. L'objectif, c'est d'aller chercher 30 ou 40% de subvention. C'est le chemin qu'on essaie d'organiser. On vous donnera des réponses. J'espère qu'on aura peut-être des réponses en février, janvier. Ah oui, Pour le budget, pour le budget, je pense qu'on aura des réponses. Oui, bien sûr, on les aura. Mais tu sais, le financement de l'État, ça prend parfois un certain temps pour le dire. Comme il n'y a pas de tarif pour le remplacement de la vaisselle et puis tout. Alors, ça va changer. C'est C'est dans les mêmes. C'est dans l'étude, oui. Même chose. Donc on a voté, on passe aux emplacements d'aires de camping-car, Bernard. Donc c'est bon. Alors, tarif pour les aires de camping-car. Oui, on a 2 aires de camping-car, mais ce sont les mêmes tarifs. Donc période, pour la période en avant-saison, du 1er avril au période estivale période estivale du 1er avril au 30 septembre.
L'aire des Pins, 10 euros. On passerait à Non, 11. c'était 10 euros maintenant et on passe à 11. Voilà. Identique, non, pas identique, pardon. Pour les amourettes, on passerait de 10 euros à 10 euros. On resterait à 10 euros, pardon. Période hivernale, du 1er octobre au 31 mars, on était à 9,85 en 2018, on passerait à 10 euros en 2019. Et l'aire des amourettes, cette année à 8,85 euros, on passerait à 9 euros. Stationnement jusqu'à 5 heures. C'est 5 heures. L'aire du centre-bourg, 5 euros, on resterait sur 5 euros. Et également, l'aire des amourettes, on resterait à 5 euros. Merci Bernard. Alors, je regrette parce que j'ai vu les gens de Camping Car Park qui m'ont envoyé un bilan d'activité mais qui n'est pas bouclé. Moi, je vous propose qu'on analyse, lorsqu'on votera le budget, le bilan d'activité qui est assez étonnant, assez remarquable. Je l'ai en mail. 83 000 euros à la journée d'aujourd'hui en chiffre d'affaires. Donc on rajoute la taxe de séjour et il faut retirer la part de Camping Car Park. Donc c'est, enfin je veux dire, c'est un, messieurs les chefs d'entreprise, c'est un amortissement en 3 ans, je crois. C'est le genre de truc qui s'amortit très très vite et qui continue à être très attractif. Les gens de Camping Car Park considèrent que les équipements de la faute sont un peu des références, parce qu'il y en a un de centre-bourg avec les commerces et un de proximité de plage. Donc il y a une liberté, une panoplie de choix. Et arboré d'emblée pour celui-là. D'où la variation peu sensible, mais qu'on vous propose donc aujourd'hui. Ils vont changer l'entrée du camping-car ou pas? Parce que là, l'autre jour, c'était pas. Pourtant, c'était en plein hiver, mais. On a. Il y avait un camping-car qui était rentré, qui avait passé le truc, il y avait une bagnole qui est arrivée derrière, forcément, l'autre au lieu d'attendre, mais il rentre ici. Puis après, on a toujours le problème de l'accès de l'aire de camping-car du centre. On l'aura. Il ne manque pas grand-chose, il faut 1 mètre. Oui, mais on ne l'a pas le mettre. Il y a une possibilité. On rase la poste. Non, mais ça, elle n'a pas besoin de la raser parce que les trois Elle va se raser toute seule. C'est un autre sujet. Malheureusement. Non, il y a peut-être une hypothèse qui consisterait à ne pas avoir un sens giratoire autour du pâté de maison. Rentrer-sortir par le parking, c'est pour le moment la seule hypothèse qu'on ait réussi à trouver. Il y aurait une autre hypothèse de rentrer par un autre endroit, mais ça supposerait d'aller faire un cheminement pour certains camping-cars un peu trop compliqué. Donc c'est une question qu'il faudra qu'on traite. On peut le noter dans le compte rendu. Réaborder, retraiter la question. Parce que il suffit que quelqu'un soit à la vidange dans l'aire de camping-car pour qu'on ait des blocages. Ce qui va pas, c'est tourner à droite. Oui, en plus, oui, contourner, c'est une moto de gorée dans le coin. On sait qu'on a ce sujet. Et on l'a dans l'été, mais tu as raison, il suffit qu'il y ait un gros engin qui bloque le passage en écrasage. On a donc à réexaminer les problèmes de circulation de la camping-car. Pas d'autres observations, pas de vote contraire, pas d'abstention, donc le rapport est adopté. Merci. C'est Laurent qui nous présente le tarif du port de plaisance, c'est les professionnels, et puis aussi de la manutention et de l'aire de carénage et d'hivernage. Alors en ce qui concerne les tarifs du port de plaisance et des professionnels, je ne vais pas être très long parce que ce sont exactement les mêmes tarifs que l'année passée, étant donné que l'augmentation du niveau de service dans le port n'a pas eu lieu. Il n'était pas opportun d'imaginer d'augmenter les tarifs de ces services. Pour mémoire, pour information, je vous rappelle quels sont les principaux tarifs, je ne sais pas ce que vous voulez dire, sinon ce serait... Mais par exemple, pour les bateaux à la plaisance, un bateau de moins de 6 mètres à l'année, c'est 671 €. Pour un bateau de 6 mètres à 8 mètres, 840. Je ne vous parle pas des centiliers, il y en a 30. Les bateaux de 8 mètres à 10 mètres, 927. Les bateaux de 10 à 12 mètres, 1124 € à l'année. Et je ne crois pas qu'on ait de bateau de plus de 12 mètres, mais ce serait 1309 €. Maintenant, au mois, il y a très peu de gens qui prennent au mois.
l'intérêt c'est l'été, si j'en parle quand même. On va pour un moins de 6 mètres, 229 €. Pour un 6 à 8 mètres, 327. Pour un 8 à 10, 414 €. Pour les bateaux de 10 à 12 mètres, 491 €. Et puis à la journée, on va toujours pour les bateaux de moins de 6 mètres de 11,50 € aux bateaux qui forment le gros des bateaux chez nous de 6 à 8 mètres à 15,50 €. Quand on monte, on passe à 20,50 € pour les 8 à 10 mètres et 23,50 € pour les bateaux de 10 à 12 mètres. Le port des professionnels, il n'y en a pas ici ce soir, mais j'en parle quand même. Pour les bateaux de 8 à 10 mètres, nous sommes à 927,80 € à l'année. Et pour les bateaux de 10 à 12 mètres, 1124 €. Et pour ceux de plus de 12 mètres, 1309 €. L'affrontement des professionnels en tarif saisonnier pour la cale est à 85 €. Et puis sinon, l'occupation du terre-plein annuel, c'est 5,45 € du mètre carré, mais il y a très peu d'occupation. Et puis, on a toujours les tarifs de l'aire de carénage et d'hivernage, mais qui ne sont pas encore... alors, je veux bien vous donner les tarifs, mais je vais vous les donner d'ailleurs. C'est les mêmes tarifs que les dernières. Juste pour information, pour vous avoir une petite idée, il vous en coûtera 50 € sans manutention pour stocker à terre votre bateau. L'accès à l'aire de carénage pour les usagers du port sera gratuit pour la première intervention pendant 48 heures. Ça veut dire que vous avez un accès totalement gratuit. Si au-delà des 48 heures vous devez intervenir, vous paierez 38 € au-delà de ces 48 heures. Et puis pour les... après, on vous en reparlera quand on aura fini nos travaux. Et comme on le disait tout à l'heure, monsieur le maire, ces travaux, par contre, pour le port à sec, eux, ne vont pas s'étaler de 2019 et sur 2019 et 2020. Ce sont des travaux qui seront finis en 2019. Merci. Voilà. Pas de variation de prix donc sur nos ports. Par contre, il faut les voter. Il faut les voter. Pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contraire. Les tarifs sont donc maintenus pour la nouvelle saison. Laurent, une IDM sur le budget du port. Donc, et cette année aussi, c'est très intéressant, mais enfin, on vous en parle quand même. On vous informe que dans le cadre du transfert de la compétence de l'éclairage public entre la commune de La Faute-sur-Mer et l'ICIDEF, il est nécessaire que les biens qui sont d'éclairage public soient réformés afin de les sortir de l'actif du budget du port, bien qu'ils sont budgétisés à la hauteur de la valeur nette comptable des biens sortis, à savoir 52 000 € de matériel d'éclairage public. Sur ces 52 000 € de matériel d'éclairage public, grosso modo, il y a 44 000 qui sont déjà amortis. Et on doit transférer dans le budget 7 000, enfin le résiduel, 7 619 €. Et la sortie d'actifs s'effectuant par opération d'ordre budgétaire en nomenclature qu'on appelle M4. Pour la valeur nette comptable des biens, il est nécessaire d'ouvrir des crédits budgétaires pour un montant de 7 619 €. Et la part amortie est sortie de l'actif des opérations d'ordre non budgétaire. On vous demande de voter. C'est ce jeu d'écriture qui est complètement neutre et qui est très intéressant. Merci pour cette précision. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote contraire. Le ADM 4 du budget du port est adopté. Et deux délibérations proposées pour deux acquisitions de terrain, de parcelles nues dans la zone de solidarité. Donc il y a l'histoire parfois prend du temps à trouver des solutions. Ce premier dossier que je présente, j'ai eu le rendez-vous récemment avec Jean-François, c'était il y a une quinzaine de jours, avec monsieur et madame Gérard Rouet. Donc si tu peux nous mettre pour que chacun se repère, c'est des terrains qui sont souvent, parfois en tout cas connus. Il s'agit du terrain qui est en face le practice, terrain qui a un très grand mur qui fait obstacle, qui est d'ailleurs absolument pas réglementaire à tout point de vue, y compris pour la transparence hydraulique, et une maison cabane bois qui abrite une caravane, ce qui est également absolument interdit dans ce secteur. Peut-être l'autre. Oui, parce que là on va plus. Non, c'est peut-être l'autre qu'il faudrait plutôt que celle-là. Celle qui est juste devant. Ouais, c'est bien. C'est bien comme ça. Ah ouais, c'est bon. Donc on va zoomer. Donc ce
le terrain de M. et Mme Mouet, donc, et comme je l'ai indiqué, vous le voyez ici, il posait deux problèmes réglementaires graves et anciens, c'est pas nouveau. Hein, monsieur Mouet a obtenu un permis de construire pour le mur de clôture qui longe la route, mais pas d'autorisation pour le très grand mur côté port. Naturellement, pas d'autorisation pour la cabane en bois, pas d'autorisation pour les estrades de bois qu'il a posées le long du tractis, et naturellement interdiction avec le PPR d'un caravaning. Les procédures sont longues. Moi, je dois vous le dire, j'ai eu de nombreuses discussions avec ce monsieur, attaché à ce terrain, ce que je peux comprendre, mais en même temps, un peu dans le déni sur le risque juridique. Il a fallu que les procédures s'enclenchent lentement. Le temps de la justice n'est pas le temps municipal, c'est même pas le temps de l'État nation, c'est un autre temps. C'est pas le temps du préfet non plus. Donc pour qu'il se rende compte qu'il était quand même dans une situation juridique et potentiellement financière difficile, et qu'il me propose de céder ce terrain. Donc la discussion, c'est un prix d'achat fixé à 1,50 €. On a un terrain qui fait 400 mètres carrés, donc il est proposé de l'acheter à 1,50 €. Vous savez que 1,50 €, c'est pas pour maltraiter les gens, c'est la valeur de référence, la valeur des domaines, il n'y en a pas d'autres. Ce qui sera à notre charge, par contre, c'est les déconstructions, notamment du cabanon. Bon, j'ai vérifié pour votre info, parce que vous avez dit me le demander, il n'y a pas de terrasse béton derrière, là où il a mis sa caravane. Il y a une petite terrasse béton pour un petit sanitaire. Donc, il nous a écrit il y a une dizaine de jours, et je propose donc l'acquisition de cette parcelle nue non constructive pour un montant total de 600 €, sachant que les frais notariés seront à la charge de la collectivité, ainsi que les démolitions. Et je vous propose de m'autoriser à engager les démarches auprès du notaire et signer tout document se rapportant à cette acquisition. Voilà pour le premier terrain. Des questions? Des abstentions? Il n'y en a pas, donc le rapport est adopté. Un deuxième terrain que Jean-François nous présente également, il s'agit d'une offre d'acquisition de M. Jean-Raymond Béton. Là, vous êtes plutôt, donc si vous zoomez arrière, vous êtes plutôt dans le secteur équestre, puisque dans le long de la route, on a le secteur équestre. Monsieur Jean-Raymond Béton est propriétaire d'une parcelle de 1467 mètres carrés, et nous proposons, là encore, il y a un accord d'achat pour 1,50 €, et nous rajoutons un montant de 300 € pour une clôture. Ça fait partie de ces discussions qu'on a à la fin d'une discussion, d'une négociation. Et il nous dit, et ma clôture, ben, on lui dit 300 € pour la clôture, donc ce qui nous conduit à acheter l'ensemble pour 2500 €, 2200 valeur 1,50 € plus la partie de clôture qu'on gardera. Alors ce terrain il présente un intérêt, présentait malheureusement plus d'intérêt pour son propriétaire. On connaît la situation de ces terrains non constructibles dans les zones déconstruites. Il présente pour nous un intérêt parce qu'il est à côté du projet de centre équestre, et vous connaissez les contraintes des terrains du Fond-Barbier. On les a à disposition, mais on ne peut quasi rien y faire, alors que sur ce terrain, avec les règles du droit d'urbanisme qu'on connaît bien, on peut quand même avoir un usage, que ce soit un usage par exemple de paddock, de terrain de maraîchage, d'aire de stationnement, ou voire d'aménagement de voirie. On peut en faire quelque chose, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas toujours le cas avec les terrains mis à disposition par l'État dans le cadre du Fond-Barbier. Donc il vous est proposé d'approuver cette cession un peu plus grande, donc vous l'avez compris, 1467 mètres carrés pour la somme de 2500 €, Ce ne sont pas les sommes qui sont en jeu, hein, c'est plutôt le symbole là, hein. Donc on voit des situations évoluer. De m'autoriser à engager les démarches auprès du notaire, les frais seront à la charge de la commune, et de m'autoriser à signer tous les documents se rapportant à cette acquisition. Voilà pour ces deux terrains. Pas de questions.
pas d'abstention, pas de vote contraire. Merci, le rapport est adopté. Le rapport suivant nous conduira à autoriser la mise à disposition d'une inspection par la mise en place d'une convention de mise à disposition par le centre de gestion d'un chargé d'inspection en santé et sécurité du travail. Vous connaissez, nous avons aussi, et j'ai en particulier, une fonction d'employeur. Donc il y a maintenant une séparation entre les fonctions d'assistant de prévention et les fonctions d'inspection. Donc on a l'obligation de nomination d'au moins un agent chargé d'assurer la fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. Et ce ne sont pas des sujets qu'il faut ignorer, parce que ceux qui les ignorent se retrouvent parfois dans des situations très difficiles dans le monde du travail. Donc contrôler, faire des visites ponctuelles, proposer des mesures pour l'hygiène et la sécurité, intervenir en cas d'urgence ou de danger grave et imminent, les réunions de CHSCTP, les avis sur le règlement, les dérogations aux travaux interdits aux jeunes et les demandes de représentativité au sein du CHSCT. Naturellement, le point de la proposition que je vous fais, c'est de passer par le centre de gestion qui gère les services pour les communes pour nous apporter cette mission d'inspection, d'un chargé d'inspection en santé et sécurité au travail. Pas de questions? C'est un coût. Ça a forcément un coût dans le cadre de la convention, parce que derrière, c'est en gros 380 € la journée. Ah oui, quand même. Ben oui. Combien de La médecine Ben, du travail, il alors, 55 € par en personne. fait, tous nos salariés à notre demande. travail. On a une intervention. Cette année, Ah ben ça, pour le moment, on a une mission dans le centre de gestion. Donc, il viendra faire des missions. Non, mais par contre, si on a un accident du travail, l'arrivée de l'inspecteur, il est là le temps qu'il faut. Hein, ou une alerte danger imminent, il est là le temps qu'il faut. Donc rien n'est gratuit, 380 la journée, 215 à mi-journée. Le bureau qui est à la retraite, il est le bureau du travail. Et il était médecin du travail. Oui, mais ils ont plus de médecin, moi, la médecine du travail. Oui, mais c'est un autre sujet. Ouais, ça fait plus de 3 ans, tu payes 55 € par personne, mais t'as personne qui passe. C'est ça, le saisonnier, peut-être pour les saisonniers, mais ils sont pas. Alors il y a une association. Oui. C'est l'association de santé de Attendez. hygiène. Vous n'êtes pas tout à fait exact. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc vous payez un service qui existe, mais que vous ne voyez pas. Non, je dis ça parce que les grandes collectivités ont aussi le problème des employeurs. La fille a Pilas de Ponce. avec je pense qu'il a avec Ok, pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contraire. La convention avec le centre de gestion est approuvée, merci. Alors le dossier qui est l'essentiel de notre rencontre de ce soir, c'est le marché de travaux pour l'aménagement du parc. Le lot 3 skatepark. C'est Bernard qui va nous présenter le dossier, et peut-être en même temps nous présenter le document général. Alors je vous l'avais, je crois, dit au dernier conseil, on a été dans un compte à rebours où les jours étaient comptés pour arriver à notre opération de ce soir. Je dis les jours puisqu'on a fait un compte à rebours, je rappelle que c'est la région qui est maître d'ouvrage délégué, et l'opération, moi j'ai été spécialement en rendez-vous avec 4 directeurs, le directeur général de la région, pour caler l'opération et faire en sorte que nous puissions délibérer ce soir. La consultation a été lancée le 14 novembre et nous sommes aujourd'hui le 14 décembre. Donc c'est dans ce délai que les entreprises nous ont répondu. Bernard. Donc la commune de La Faute-sur-Mer a engagé un vaste projet d'aménagement de l'ancien camping appelé le parc. Ces opérations ont fait l'objet de délégations de maîtrise d'œuvre à la région Pays de la Loire, qui a missionné son opérateur, l'agence régionale Pays de la Loire. Une première consultation réalisée le 9 février a permis de retenir des entreprises pour les lots 1 et 2, mais a abouti à une irrecevabilité du lot 3 parce que les crédits étaient vraiment les crédits demandés étaient vraiment bien au-delà de ce qu'on avait prévu. La maîtrise d'œuvre a donc été invitée à reprendre son dossier de consultation afin de trouver une entreprise de travaux pour le lot 3, et je dirais même sans certitude d'aboutir, mais il se trouve que ça fonctionne. Cette nouvelle consultation s'est terminée le 10 décembre,
3 entreprises ont répondu à la consultation. La commission d'appel d'offres qui vient d'avoir lieu dans l'après-midi s'est réunie le 14 décembre, donc le jeudi même. À l'issue de l'analyse des offres, la commission propose d'attribuer le marché à l'entreprise FL Construction, 20 en rue d'Allemagne à Nantes, pour un montant de 749 985 €, hors taxe. Voilà. Donc, FL, FL, c'est écrit FL Construction. Donc là, vous avez un détail, si vous ne l'avez pas vu déjà, c'est ça, je pense que vous ne l'avez pas vu. Donc, quand vous avez présenté des différents plans, et là, on est sur le dernier plan, donc à l'issue de la non-recevabilité de l'offre auparavant, le dessin a été refait, voilà, les entreprises ont retravaillé, et on a eu 3 entreprises qui ont répondu. Donc, si tu peux, enfin, je ne sais pas si tout le monde voit où on Est-ce est que là. tout le monde se repère sur Dézoomer, Si tu peux revenir en avant, en arrière. Et on sait un petit con. Donc voilà. Donc Voilà, le c'est un petit peu. ouais. Alors, Oui, le lait, notre petit pont, voilà, comme ça tout le monde le pont connaît. routier. C'est très bien. Le petit pont, le pont routier, on le voit à peine. Là, je crois que tout le monde se repère. Donc on a La couturière. en fait 3 éléments dans ce spectacle. On a un bol, ce qu'on appelle un bol, c'est ce qui permet d'aller, de venir, de faire des figures. Hein, c'est déjà pour les gens qui sont, pour les pratiquants qui sont assez balèzes. On a cette petite partie-là qui est une partie plus pour les débutants, et on a ce qu'on appelle un street park, c'est-à-dire un endroit avec des mobiles où on peut monter, descendre, sauter, faire des figures diverses. Voilà. Donc c'est ça, il y a 3 parties en fait. Alors, peut-être un petit mot d'explication, juste Ouais. parce que vous pouvez vous étonner que le bol soit positionné sur la partie haute. Ça fait partie, ça a bien pris une année de discussion avec l'État dans le cadre du bilan hydraulique du parc, dans le cadre du traité de concession qu'on a négocié, qu'on a passé au conseil municipal de mai. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas dans le parc d'éléments qui présentaient des risques, y compris difficiles à démonter. Donc cette proposition a été acceptée par l'État. Donc ça se conduit à un léger déplacement du cheminement que vous voyez, donc, qui est intégré dans le cadre du marché. J'en profite pour dire également, au regard du prix présenté, que l'ensemble des travaux fait partie du contrat global que j'ai négocié en 2014, fin 2014, avec un financement de 80% de subventions extérieures, y compris le terrain dont on parle. Alors il faut préciser qu'on est sur un des plus grands skateparks de France, on est 3200 mètres de zone roulable. C'est le plus grand, Bernard, c'est le plus grand. Le plus grand, oui. C'est le plus grand. Et deuxième particularité, vous voyez qu'on a des zones de ça, enfin, tout est en béton, pardon, et on est sur des zones qui sont en béton coloré, donc couleur sable ou couleur mer. Et ça, ça n'existe pas, je crois, en France. Donc on espère vraiment en faire un lieu très attractif pour les jeunes. Voilà, peut-être termine ta présentation. Non, peut-être qu'on peut aller un peu dans les dehors, je ne sais pas, comme tu veux. Vas-y, Avance. avance, tout le monde verra tout. C'est des postes qui Il n'y a arrivent. rien à cacher. Si c'est pas trop C'est des plaisir, postes c'est bon. Alors, une particularité qu'on a abordée en commission d'appel d'offres tout à l'heure, on a imaginé que les travaux puissent être réalisés pour le 12 juillet. On dit 12 juillet parce que c'est le début des vacances scolaires. Les contraintes d'entreprise qu'on rencontrera à la rentrée de janvier nous laissent à penser que nous serons plutôt dans la réalisation de la partie bowl la plus impressionnante pour le mois de juillet, pour le 12 juillet. Tous les pré-terrassements du street park et de la zone d'apprentissage seront également réalisés, mais les bétons ne seront coulés mis en place
que, alors c'est une hypothèse de l'été, parce qu'en cours, on a une hypothèse où l'entreprise travaillerait en juillet-août sur cette partie-là, juillet-août-septembre, pour livrer la totalité du site pour les vacances de la Toussaint. C'est la meilleure hypothèse qu'on puisse aujourd'hui retenir. Donc vous imaginez donc une hypothèse où le bowl fonctionne pour la saison touristique et le tout, c'est-à-dire le parc sera inaugurable, puisque les espaces jeux sont déjà réalisés pour Pâques. Hein. Rappelons-nous que les espaces jeux, les espaces boules, les voiries, les parkings seront réalisés pour Pâques, le bowl pour le 12 juillet, et la totalité du parc inaugurable, c'est-à-dire terminé, pour les vacances du mois d'octobre 2019. Ça, ce sont les éléments de calendrier. Petite Si tout va bien. C'est que les bétons pour le street et les bétons pour le bowl ne sont pas les mêmes. Et les bétons pour le bowl se font plutôt quand il fait chaud. Les bétons pour le street plutôt quand il fait un peu plus tiède. Éviter les fissures. Voilà, des questions sur ce grand skatepark de la faute sur mer. Donc ce soir, c'est une très bonne nouvelle, on se le disait tout à l'heure en commission d'appel d'offres. C'est un dossier sur lequel on a ramé d'abord pour avoir les autorisations. Je rappelle qu'il fallait décrocher le domaine public maritime de l'État, il fallait trouver les financements, il fallait trouver les entreprises, et aujourd'hui on a tout ça. Donc on peut ce soir se féliciter de la bonne réalisation. Maintenant il faut que les entreprises travaillent bien et qu'on accompagne bien ces travaux. Il y aura, moi je vous dis, Michel par exemple, Laurent, si tu peux être disponible, du suivi de travaux, parce qu'on est là sur des mises en œuvre qui sont très particulières et qu'il faudra suivre. Alors, l'entreprise, quand on avait 3 entreprises, dans les 3, on en avait une qui n'était pas très sérieuse, Christophe et Bernard. On avait sur les 3 entreprises une qui n'avait pas le professionnalisme requis. Donc, on pense que celle-là a déjà fait 4 skateparks d'envergure nationale. Donc je pense qu'ils ont en plus, pour eux c'est un enjeu, parce que c'est l'enjeu de la réalisation du plus grand skatepark de France, y compris avec ce bicolore, qui peut devenir pour eux également une belle stratégie de marketing. Pas de questions complémentaires? Ajouter quelque chose, Patrick. Ça peut sembler, je me mets un peu à la place des gens qui sont là, qui regardent, qui se disent ouais, c'est un très gros truc, ça coûte cher, malheureusement c'est subventionné, etc. Je peux comprendre hein, que ça puisse un petit peu vous interloquer, un si grand skatepark. Maintenant, on est en bord de mer, ici il y a de la glisse, il y a aussi le wet park, et je n'ai pas besoin de vous dire à quel point le wet park est un succès. Et du coup, je pense que ça peut aussi permettre à la continuité de ça et devenir un emblème de notre commune. C'est pas parce qu'on a une pas très grande commune qu'on est obligé de faire des petites choses. Mais je peux comprendre que ça puisse vous impressionner comme ça, quand on le présente comme ça. Très bien. Il ne faut pas oublier que dans les familles, il y a des ados. Et que les ados, lorsqu'ils ont passé de bonnes vacances dans un endroit, ils y reviennent quand ils sont un peu plus grands. C'est aussi le moyen de garder un public familial qui se perpétue. Pas de questions, donc je vous propose d'approuver le rapport que nous a présenté Bernard et donc de choisir FL Construction et de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce marché. Une notification aux entreprises, si possible, soit qu'on est réunis ce soir. Notification, si possible, avant les vacances. En tout cas, ils auront l'info dès lundi pour se préparer au chantier qui devrait démarrer autour du 10-15 janvier, après la période des fêtes. De toute façon, ils ont Pas... bien les délais pour notre année. Oui, mais si on a fait ce choix, parce qu'il y avait, je n'ai pas été assez précis, si moi j'ai accéléré le processus, c'est que sinon, si on ne l'accélérait pas, on allait nous délibérer à la mi-janvier et on imaginerait de commencer le chantier à la mi-février. Donc, de contraindre l'appel d'offres avec des dates très fermes, ça va nous conduire à avoir un chantier qui ne démarre pas avec 3 semaines de retard. La période estivale, la période de fête, elle est importante. Les entreprises ferment pratiquement toutes les grosses entreprises un jour. Donc il fallait qu'on soit très... Non, mais ce que je voulais dire, au niveau du délai de réalisation de l'ouvrage, ça veut dire que c'est clairement identifié dans le marché, il y a des objectifs de ça, ils doivent faire des dates bien spécifiques. Oui, alors à la différence...
Non, à la différence près, ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est qu'on a une assurance contractuelle dans le cas du marché pour le veau, 12 juillet, mais l'entreprise, dans son offre, a dit 2 mois d'interruption estivale, de livraison en décembre. Et nous allons négocier, discuter avec l'entreprise en leur disant, mais on a déjà commencé, si le téléphone fonctionne, en disant si vous avez le marché, est-ce que vous pouvez contracter votre délai? Parce que nous, on sait que les saisons, c'est, enfin vous le savez, hein, c'est juillet-août, et de plus en plus, n'oublions pas ça pour nous, hein, c'est très important, on l'a vu aux dernières vacances de Toussaint, dès qu'il fait un peu beau ici, on a encore beaucoup de monde. Donc si on veut tirer des saisons de Pâques à novembre, il faut aussi qu'on ait des éléments d'attractivité. C'est pour ça que moi, je souhaite que l'équipement soit réalisé dans ce cadre. Il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote contraire, donc le rapport est adopté. Merci Bernard. Alors, les travaux de Pijane, pour toi. Alors, les travaux de Pijane, je reviendrai d'abord sur les travaux de Pijane et ensuite aussi sur la question de l'antenne nord d'Orange. Oui. Alors, d'abord, en ce qui s'agit du parking et de la voie entre le casino et la plage des Belugas, que vous voyez projeté, la commune de la Faute-sur-Mer a engagé un projet d'aménagement du parking et de la voie entre le casino et la plage des Belugas. Et cet aménagement consistera à réaménager des parkings, une voie routière et des espaces verts de façon à intégrer le projet de piste cyclable réalisé par la communauté de communes, aménager la circulation automobile pour diminuer la vitesse et protéger les piétons et les vélos, mettre en conformité les trottoirs, créer des îlots d'espace vert sur les franchissements de la voie routière, améliorer la sécurité des piétons en sortie de plage et améliorer les écoulements d'eau pluviale. Alors, la création de la piste cyclable est un site propre étant de la compétence communale, notaire. La commune a reçu une délégation de maîtrise de l'ouvrage de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pour la réalisation de cet aménagement. Et afin de mener à bien cette opération, il a donc été réalisé une consultation dans l'objectif de trouver des entreprises de travaux de voirie et de réseau divers, là pour la VRD, décomposées en 2 tranches fermes, secteur 1 pour le parking et la voie routière, et secteur 2 pour la piste cyclable. Et puis, une prestation supplémentaire qui, elle, se divise en 2 tranches, une pour le trottoir du 1 boulevard de la Forêt à la rue du Docteur Pijane, et l'autre allant de la rue du Docteur Pijane à la rue de l'Océan. La consultation s'est déroulée du 22 octobre au 26 novembre 2018 et la commission s'est réunie le 7 décembre 2018 à 14 h pour le choix de l'entreprise. Il y avait 3 entreprises qui ont répondu à la consultation. Et puis à l'issue de l'analyse des offres, et après demande de confirmation évidemment des prix aux entreprises, la commission propose d'attribuer le marché à l'entreprise Eiffage de Saint-Hermine pour le montant suivant. Alors pour la tranche ferme secteur 1, 133 197,50 €. La tranche ferme de deuxième partie secteur 2 pour un montant de 60 357,50 €. Pour les prestations supplémentaires, alors pour la première tranche, 10 503 € hors taxes et pour la seconde, 35 791,72 €. Le coût global de l'opération s'élève à 239 849,50 € hors taxes. Il est financé de la façon suivante. La maîtrise d'œuvre déléguée de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, 60 357,50 €. Une subvention du conseil départemental contrat Vendée Territoire pour 78 millions d'euros. Et une subvention conseil régional Pacte Ruralité pour 40 800 €. La part qui reste à la commune étant de 60 692 €. On vous demande d'approuver évidemment le choix de la commission d'appel d'offres et des marchés qui a retenu les entreprises Eiffage Route Ouest pour un montant global de 239 849,50 € hors taxes et autoriser bien évidemment monsieur le maire à signer tout document relatif à ce marché. Merci Laurent. Quelques précisions complémentaires. Le projet a légèrement évolué après consultation des habitants. Françoise s'en est occupée en début d'été. Je vous ai adressé d'ailleurs un projet remanié
je crois qu'à la mi-juillet, parce qu'on l'a fait évoluer, pour tenir compte de contraintes qui sont en même temps assez complexes. D'abord, une piste cyclable avec les espaces nécessaires, qui sont, vous l'avez vu, financés à 100% par la Comcom. Et également des problèmes de pluvial, parce que dans ce secteur, on a, dans les périodes d'orage, encore des grosses difficultés, donc il fallait reprendre les profils de voirie. Et l'objectif de maintenir autant que faire se peut le nombre de stationnements pour qu'on ne soit pas en déficit de stationnement, parce qu'on est quand même en proximité de plage. Donc c'est toujours un équilibre subtil. Des espaces arborés vieillissants, voire mourants. Donc il fallait en même temps reprendre l'espace central qui n'avait pas vocation à vivre longtemps, et également dégager des espaces arborés nouveaux pour que l'espace ne soit pas trop minéral. Il le sera en fin de travaux par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Il y a toujours une période d'adaptation. Mais c'est ce subtil équilibre qui nous a permis de boucler le dossier. On rentre dans le budget même un peu mieux que prévu, hein, donc on se l'est dit lors de la commission d'appel d'offres, et avec la piste cyclable, nonobstant le réglage que nous n'arrivons pas à faire, mais je pense qu'il faudra peut-être s'adresser au pape, parce que même le président de la République n'y arriverait pas, le calage j'allais dire du casino, tour du casino, il faut prier, je pense que là, pour ça, avec l'ONF. Pour le reste, nous aurons bouclé les pistes cyclables, Digest, forêt, arrivée jusqu'au casino, puis Esplanade, digue ouest, digue du Platin, digue des Vieilles Maisons, retour par la Digest. Donc avec cette opération, nonobstant ce point forestier, alors qu'il n'y a pas un arbre, nous aurons bouclé la piste cyclable. J'ai bon espoir. Donc là, les travaux, l'entreprise est disposée pour commencer les travaux à la mi-janvier. Un petit peu après, en même temps que le parc, donc à peu près, et en boucle pour Pâques. 1er avril. Donc on aura cette période-là. Je le dis puisque les questions pourraient se poser pour les pistes cyclables, et notamment la digue ouest. Sachez que la digue des Vieilles Maisons avance convenablement. On a bien fait de forcer, parce que vous avez vu lors des grands coef le niveau d'eau dans le secteur nord. La mauvaise nouvelle, qui pourtant est traitée, mais je m'inquiète du calendrier, c'est les surcoûts de la digue ouest. Tenez-vous bien, 900 000 € de surcoût sur la digue ouest, sur un budget initial de 800 000, pour une raison simple. L'étude du bureau d'études a été réalisée en 2014, avant le franchissement majeur de la réserve. Donc le maître d'œuvre a souhaité et a demandé de reprendre toutes ces études, ce qui était nécessaire, il valait mieux pas engager des travaux, et le franchissement maritime de la Belle Henriette est tel qu'il atteint les fondements, les fondations de la digue béton, et qu'il faut la protéger par des pales planches pour qu'elle soit durable. Donc le surcoût majeur est lié à des pales planches qui remontent bien plus haut que précédemment. Alors ça, c'était la mauvaise nouvelle. En même temps, on peut se satisfaire d'avoir réussi à installer GEMAPI avec l'unanimité des 44 communes qui la financent, et d'avoir un syndicat mixte qui réalise des travaux. C'est qu'il y a un an, je vous aurais dit, on aurait passé un avenant de 900 000 € sur notre budget. Là, j'étais en comité syndical jeudi dernier avec le syndicat mixte. C'est le syndicat mixte qui a voté la possibilité de prolonger ces travaux de 900 000 € avec des financements qu'on obtiendra d'ailleurs autour de 80%. Mais vous voyez quand même, il y a y compris un décaissement financier important. Alors ce sur quoi je suis attentif et en même temps prudent, c'est les délais de réalisation. On a les entreprises, mais on risque de prendre un peu de retard. Je vous rappelle que du retard sur les pales planches, du retard sur la digue, c'est forcément du retard sur la piste, puisqu'on ne fait la piste que quand l'ensemble a été réalisé. Donc je ne m'assure pas à ce stade les travaux qui devaient être bouclés pour Pâques, là aussi, en ce qui concerne la finition des ouvrages et de digues et de pistes cyclables. Voilà le complément, parce
excusez-moi d'avoir débordé, mais quand on est sur la piste cyclable, on chemine. Et donc il était normal que je vous donne ces dernières infos. Monsieur le maire, alors je reprends moi en ce qui s'agit de la... Alors pardon, on le fait voter peut-être On l'a pas voté. Non, on l'a pas voté. On l'a pas voté. Donc pas d'intervention complémentaire, pas d'abstention, pas de vote contraire, il est adopté, merci. Et effectivement, je crois qu'il était utile qu'on vienne sur cette histoire d'antenne. Oui, monsieur le maire, j'en profite quand même pour refaire un historique de cette histoire. Du pourquoi des antennes. Je vous rappelle que depuis 4 ans, régulièrement, on vient nous voir nous disant que dans la faute, on a des problèmes de connexion, de communication sur les portables et les mobiles, et que dans certaines maisons, que ce soit au nord de la commune ou au sud de la commune, le téléphone ne passe pas. C'est-à-dire que aux yeux et à la lecture de la préfecture qui peut déclarer des zones blanches. Une zone blanche est une zone considérée par l'État comme étant en manque grave de possibilités de connexion qui n'est pas assez couverte. Pour pouvoir, et le paradigme, les critères qui sont retenus par l'État pour décider de cette zone blanche, c'est de dire voilà, d'un point à un autre, s'il y a 500 mètres où on ne peut pas recevoir le téléphone, eh bien, vous êtes en zone blanche. Or, à la faute, bien évidemment, il n'y a pas de distance comme ça sans qu'on puisse à un moment donné pouvoir capter et pouvoir téléphoner. Par contre, si vous êtes à l'intérieur des maisons, il y a plein de maisons où le téléphone ne passe absolument pas. Or, à l'époque, j'entendais cette demande et on avait développé l'idée d'aller chercher les opérateurs pour qu'ils puissent nous aider en posant une antenne. Or, les opérateurs de l'époque, qui existe toujours, c'est-à-dire Orange, parce que c'était le principal et celui qui pouvait poser des antennes, alors que les autres, eux, sont plutôt locataires de ces antennes. Orange disait, écoutez, nous on veut bien vous en poser une antenne, mais il faut nous la payer 250 000 €. Et évidemment, on n'a pas 250 000 € à mettre dans une antenne. Et d'un autre côté, nous avons une contrainte, ce sont les prescriptions du PPRL qui nous demandent d'avoir un plan communal de sauvegarde, mais même c'est la région qui nous demande, c'est pas seulement le plan communal de sauvegarde, c'est qu'à partir du moment où nous sommes en vigilance, sur mer marine, en tout cas quelle que soit la vigilance, quand elle passe en orange et qu'elle peut possiblement passer en rouge, nous devons contacter l'ensemble de la population. Et un des outils qui est préconisé dans les PCS de l'État en ce moment, c'est évidemment la connexion Internet, donc ça on a résolu le problème, mais c'est aussi le portable. Et nous avons décidé dès le début du mandat de développer un outil qui nous permet, de l'améliorer un petit peu parce qu'il était déjà préexistant, mais de lui permettre de contacter l'ensemble des téléphones dont nous avons les coordonnées. Le problème, c'est que quand vous faites ça et que vous appelez des gens qui ne reçoivent pas l'alerte, là, vous devez vous rentrer dans un problème de sécurité. Donc, l'histoire de ces antennes part de là. C'est au-delà de vous donner du confort, parce que vous en demandez, parce que les fautiers demandent du confort, et c'est bien normal, au 21e siècle, de vouloir être connecté comme dans n'importe quelle commune de la nation. D'un autre côté, il y a à la Faute-sur-Mer une dimension de sécurité qui nous est imposée. Je vous fais, grâce de toutes les négociations, des allers-retours entre les services techniques d'Orange, les allers-retours entre la préfecture, les lettres envoyées aux préfets successifs, parce que c'est pas seulement un seul préfet, pour pouvoir sensibiliser sur le côté sécurité de cette histoire, afin de pouvoir sensibiliser Orange à venir financer, et non pas nous demander de financer une antenne. Il s'est avéré qu'il y a quelques mois, une excellente nouvelle a été donnée, c'est que, Orange, pressé quand même par l'État, il faut reconnaître, pressé par l'État, a répondu à notre demande en nous proposant de nous financer, non pas une antenne, mais 2 antennes, afin de trianguler suffisamment pour que dans chaque foyer et chez chaque famille de la Faute-sur-Mer, le téléphone puisse passer dans n'importe quelle pièce. Que deuxièmement, on puisse évidemment s'en servir pour le besoin évident de sécurité dans la commune. Que troisièmement, vous puissiez utiliser potentiellement la 4G à plein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la DSL quand vous êtes connecté chez vous sur Internet, la 4G à plein, c'est comme si vous étiez sur votre téléphone, c'est aussi rapide que la DSL. Mais le petit bonus, c'est qu'il laisse 2 mètres sur ces antennes pour pouvoir nous rendre éligibles
à la 5G, puisqu'il y a 3 communes en France qui sont éligibles à 5G, et enfin 2 qui y étaient, et on avait négocié l'idée que, pourquoi nous, la Faute-sur-Mer, qui avions subi quand même quelques catastrophes, en tous les cas, pourquoi on ne pourrait pas bénéficier de ce côté pilote sur ces antennes et bénéficier de la 5G. Donc il a été décidé de chercher de laisser la technique Orange, puisque au-delà des 500 000 € que représentent ces 2 antennes, c'est une ligne fibre optique spéciale qui amène justement la connexion. Donc ça veut dire qu'au-delà de la dépense et du coût pour Orange des presque 500 000 €, c'est aussi le coût d'amener une fibre optique qui coûte une petite fortune. Donc imaginez l'investissement pour Orange. Imaginez aussi comment nous sommes sur un équilibre assez précaire de se dire, voilà, ils vont mettre autant pour un village qui en a besoin. Maintenant, le retour, c'est faites-nous de la bonne communication, parce que quelque part, on joue le jeu, dites que Orange est venu, voilà, et c'est bien normal. Ceci étant, ces 2 antennes, on n'a pas vraiment eu le choix de savoir où on allait les poser. C'est-à-dire que pour que la triangulation soit et la couverture soit optimale, ils nous ont donné 2 galettes. Et dans ces galettes, alors c'est un point au nord de la commune, une galette au nord et une galette sur le sud de la commune, en nous disant voilà, c'est là-dedans qu'il faut que vous trouviez une domanialité qui vous appartient, c'est-à-dire qu'il faut que le foncier appartienne à la commune. Et ça ne s'est pas joué. Parce que c'est pas parce que vous êtes sur des galettes que le foncier n'est pas privé. Et oui, il est privé. Et que, voilà. Et donc, nous avons trouvé 2 points, un au sud et un au nord. 2 demandes de droit à construire, en tous les cas, l'urbanisme a été déposé de telle façon à avoir des autorisations légales pour pouvoir poser et construire ces antennes. Et suite à l'enquête, enfin la mise à, comment on appelle ? Le dossier d'information. Merci, le dossier d'information qui a été publié, certains d'entre vous, et nombre d'entre vous, sont venus nous voir pour nous dire, écoutez, rien dessus, pas de problème, mais l'antenne nord, elle est trop près des habitations. Elle nous gêne, elle vient impacter le visuel, ça s'entend, c'est audible. Elle vient, pardon ? Et vous, quelle est située là ? Alors, ici, voilà, si tu peux zoomer. Et ici, voilà, elle est ici. Ah ouais, elle vient impacter notre champ visuel. Il y a des lotissements qui sont tout autour. Vous êtes gentils, nous, ça ne nous va pas. Et en tant que voisin, je trouve que c'est extrêmement ridicule de dire, moi, une antenne, ça non, je n'en ai pas envie. Trouvez un autre endroit. Ce à quoi le premier que j'ai vu, je lui ai dit, écoute, c'est d'intérêt général et public, t'es gentil, mais l'antenne, on va quand même la mettre là. Et puis quand on a vu que Bernard avait des personnes qui le connaissent, qui venaient lui en parler, que Patrick, le maire, vous avez vu aussi des gens qui sont venus vous voir, et que moi, mon téléphone sonnait pour plein de rendez-vous, là, je me suis dit, voilà, on doit quand même servir aussi les fauteuils à tous les niveaux. Et on s'est tous dit ça, et le maire d'ailleurs avait senti le truc parce que vous n'aviez pas, monsieur le maire, signé le document d'autorisation. Et donc, il a été décidé ensemble de ne pas donner suite à ce droit à construire pour l'antenne nord et de proposer, alors c'est Jean-François qui j'ai demandé ça il y a 2 jours, qui doit avoir un retour bientôt, au service technique d'Orange, de nous dire, et c'est délicat, parce qu'allez dire à ceux à qui vous avez supplié pendant 4 ans de venir financer quelque chose, leur dire, attendez, non, vous l'avez mis là, mais on ne vous donne pas les droits, vous voyez le jeu, le type d'équilibre sur lequel je suis pour la négociation, il est un peu compliqué, mais ceci dit, on va y arriver, et donc entre la couverture optimale et la couverture nécessaire, il doit y avoir un point de rencontre qu'on va trouver, et qui pourrait vraisemblablement être, j'en sais rien d'ailleurs, on va le chercher, on va le trouver, et tout va s'arranger, mais il n'est pas question, et ça je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, il n'est pas question qu'on abandonne l'idée même de pouvoir couvrir la commune à 100% dans chaque foyer pour avertir, et même si c'est au détriment de l'intérêt particulier de quelques familles. Il faudra ça l'entendre, on entendra évidemment les plaintes et la position, parce que je pense que ça serait dans mon jardin, je n'aimerais pas non plus, donc c'est très audible, il faut savoir le dire, mais pour autant il y a un intérêt général de sécurité, et ça, on ne pourra pas passer à côté. Donc sachez que tout va être fait de telle façon à ce que le point de rencontre soit trouvé entre le besoin technique d'Orange
et l'acceptabilité de la population sur cet outil. Et qu'en l'état, nous abandonnons le projet du Nord. Et quel fuseau il donne par rapport à cette zone? Ils avaient besoin... Il donne un fuseau de 100 mètres? Oui, alors c'est à peu près 150 nord. mètres. 150 mètres. Le problème, si tu veux, c'est que vous allez comprendre quand il y a une antenne, l'onde fait une fréquence, elle est sinusoïdale. Et donc il y a un effet chapeau. C'est-à-dire que ce qui est autour de l'antenne, en fait, mais paradoxalement, qui est plus près de l'antenne, n'est pas couvert. Donc il faut une deuxième antenne pour venir. Donc voilà, c'est ça qu'il faut calculer. Quand vous êtes sous la tour Eiffel, vous avez du mal à avoir du réseau. Je prends l'exemple pour c'est exactement le rendre concret. Il faut s'écarter. Alors, il y a des questions techniques, mais il y a des questions de rejet. Alors on peut les habiller, hein. Mais il n'y a pas que la question de visuel. Hein. Il y a en plus, il y a aussi, alors, dans la tête, je ne sais pas si c'est dans le vrai ou dans le faux, je ne suis pas médecin, mais il y a dans la rationalité en tout cas, la question des ondes électromagnétiques se pose, c'est un débat national qu'on connaît, et puis à partir du moment où il n'y a pas d'acceptabilité pour un projet, il n'est pas bon, hein, il n'est pas accepté. Même si Laurent a complètement raison de dire qu'on défend, on vit dans le paradoxe, c'est souvent le cas, puisqu'il y a un impératif de sécurité. Alors je rajoute à ce que tu dis, Laurent, tu m'en as d'ailleurs parlé dès les premiers jours de notre mandat, parce que j'ai rencontré les inspecteurs généraux du ministère de l'Intérieur, la question de rendre automatiques les alertes, automatiques, où qu'on soit. C'est-à-dire, je n'habite pas ici, je ne suis pas dans le réseau du plan communal de sauvegarde, mais je suis en vacances ici, il y a une alerte, je suis prévenu. Cette question n'est pas abandonnée. Elle est majeure, parce que vous imaginez que n'importe quel vacancier ou touriste se promène et son téléphone lui indique une alerte, ou vous-même, vous êtes dans le Var, il y a une alerte inondation, vous êtes prévenu sans être dans le réseau de sécurité. Alors, normalement, ça a été mis de côté parce que c'est financièrement coûteux, mais c'est une question qui viendra. À l'inverse, c'est indispensable. Tout vient tard, ça vient, tôt ou tard, ça viendra. Il peut très bien être rendu dans le Var et puis avoir l'alerte, et puis éventuellement, dans 12 heures, N moins 12 heures ou 24 heures, envoyer un cousin éventuellement dans sa maison. Tout à fait. Hein, qui lui n'aurait pas eu l'information, donc elle est nécessaire. Cet outil magique qui nous empoisonne la vie, c'est également pour nous un élément de sécurité majeur. Autre chose, au niveau de la sécurité, je dirais par là, c'est technique, mais c'est compréhensible, c'est que ce sont des antennes qui permettent d'avoir un espace dans le haut de l'antenne loué aux autres opérateurs. Aujourd'hui, vous savez que SFR et Bouygues passent beaucoup moins bien que Orange, mais ça permettait aussi d'avoir les autres opérateurs qui étaient... voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut tellement avertir de gens, de personnes en vacances qui sont ici, que je pense que ce serait une vraie erreur d'abandonner le projet. Pour autant, il ne faut pas s'entêter lorsque ça vient impacter les Fautais qui vivent au quotidien avec sa souvenir. Donc on va trouver une solution. Alors c'est curieux parce que moi j'en ai discuté avec Jean-François, je n'ai pas signé l'arrêté d'autorisation par instinct, parce que ça ne me plaisait pas. Bernard m'en a parlé le lendemain. J'ai vu Christian, Laurent m'en a parlé le surlendemain, et on est ce soir pour vous donner l'info, parce qu'il faut remettre les... On en bat les quatre. Alors ça va être un peu compliqué avec Orange, mais on va faire. Ouais, c'est touchy quand même. On verra les patrons. C'est C'est ça, mais c'est normal. Le sud, c'est bon. Le sud, non, c'est bon. Le sud, on est dans le secteur des zones déconstruites, en face du cimetière. Ouais, De l'autre côté, Il n'y a pas beaucoup golf, d'habitants là, vivants. Et à vrai dire, dans les équilibres, la priorité c'était plutôt le sud qu'au niveau des réseaux. Il y a le même problème dans le nord. Moi je connais des gens qui dans le nord n'avaient pas de difficulté. Il y a l'aiguillon 14 aussi parce que ça couvre l'aiguillon. Oui. Voilà, donc l'info n'est pas en conseil, pas en délibération, mais l'info est d'actualité parce qu'on en a parlé. Merci Non, 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 c'est plutôt au niveau internet. Laurent. Là, tu n'auras plus de problème. Internet, Si tu as des problèmes, tu brancheras directement sur ta... Allez, je vous propose de passer au rapport suivant, qui concerne, Laurent, un sujet connu et ancien, les transferts dans le domaine communal. de Vary dans le domaine communal d'un certain nombre d'allées de rues. Oui, en fait, quel est le contexte? C'est que sur la commune de La Faute-sur-Mer, il y a de nombreuses voies et chemins qui ont été aménagés au fil du temps et ouverts à la circulation en conservant leur domanialité dans le domaine privé. Alors pour un grand nombre,
d'entre elles. L'entretien et l'aménagement de ces voies privées et parties communes, elles sont ouvertes à la circulation publique et assurées par la commune. Et les réseaux d'assainissement et d'éclairage sont assurés par les services concessionnaires dans le cadre d'une délégation et d'un financement communal. En fait, pour être plus clair, c'est que depuis 1963, le fait cadastral qu'on a été créé lors de la rénovation du plan cadastral de la commune de cette année-là, de 1963. Et sur ces extraits, la voirie est rattachée à chaque parcelle riveraine au droit de la propriété jusqu'à l'axe de la voie. C'est-à-dire qu'il y a un rattachement symbolisé par des flèches, je ne sais pas si on les voit sur... Je peux en faire un, s'il te plaît. Par exemple, chemin des œillets, vous voyez, là on a... la voie est privée. Par exemple, ça c'est la rue des œillets. C'est le chemin des C'est le chemin des œillets, qui est entretenu par la commune. Tout est communal. Mais si vous regardez bien, l'emprise des fonciers de chaque propriété va jusqu'au milieu de la rue. D'accord? Alors, entre le contenant et le cadre, il y a un problème. Et donc, il fallait résoudre ça pour qu'on ait forcément de la cohérence et revenir à une cohérence. Parce que les contenances des parcelles concernées ont effectivement été calculées jusqu'à l'axe de la voie, mais ces voies étant considérées comme privées, la numérisation du plan cadastral, les objets de type parcelle ont été représentés en bord de voie et non pas à l'axe. Et pourtant, c'est vraiment un caractère privé. C'est pourquoi la commune de La Faute-sur-Mer souhaite les intégrer dans le domaine public communal. Et alors, il y a plusieurs voies. Les voies, les parties communes sont les suivantes. Donc, on voit sur la carte. Alors, je ne vais pas le dire dans l'ordre, excuse-moi. Donc, il y a l'allée des Lilas, ici. La rue des Cousinets. La rue du Champ des Oiseaux. Alors, le Cousinet, c'est entre le 12 et le 16. La rue de la Paix, toute la rue de la Paix. Toute la rue des Mimosas. La rue des Parvenches. La rue des Violettes. L'allée des Tourterelles. La rue des œillets du 15 au 36. L'impasse des œillets et l'impasse du Martin Pêcheur. Alors une consultation évidemment des propriétaires a été faite pour avis. Elle a été lancée auprès des copropriétaires ou colotis des voiries. Alors, rue de la Paix, rue du Mimosa, rue du Champ des Oiseaux. Ça a été fait aussi rue du Martin Pêcheur, rue des Violettes, rue des Pervenches, impasse des œillets, rue des œillets. Et en 2013, on a rajouté l'allée des Tourterelles, il y a une consultation. Non, c'est en 2017. Du fait qu'une association syndicale libre n'a été consultée pour la gestion de ces voies, il ressort de ces consultations que la majorité des copropriétaires ou colotis est donc favorable à l'intégration des voies et parties communes dans le domaine communal. Concernant l'allée des Lilas, est-ce que je rentre dans les détails Oui. Sur l'allée des Lilas, il y a une petite particularité. Alors, concernant l'allée des Lilas, oui, voilà. L'association syndicale La Grande Plage, propriétaire du foncier de l'allée des Lilas, parcelle AH 1682, a demandé à la commune un transfert dans le domaine public communal en joignant les avis unanimes des colotis. Et puis les parcelles AH 1684 et AH 1685 en entrée de l'allée, elles seront transférées directement par le lotisseur, celui-ci en ayant conservé la propriété. T'as pu j'ai des produits C'est pour s'il y a des personnes qui habitent là. Voilà. Rue de la Paix, il y avait un peu le même truc, rue des Mimosas aussi, rue du Champ des Oiseaux, puis le reste on passe. Donc on vous demande de délibérer. Alors l'objet de la délibération, c'est le transfert dans le domaine communal de voiries privées ouvertes à la circulation publique. Alors, vu le Code général des collectivités locales, des voies routières, etc., et considérant qu'il résulte de la loi de 2004, il s'agit de procéder au classement dans le domaine communal des voies privées ouvertes à la circulation publique suivantes. Je suis désolé parce que vous vous embêtez à préparer ça, mais c'est vrai que pour... Voilà. Donc, pour l'allée des Lilas, pour la rue Cuisinet du 12 au 17, pour la rue du Champ des Oiseaux, pour la rue de la Paix, pour la rue des Mimosas, pour la rue des Pervenches, pour la rue des Violettes, pour l'allée des Tourterelles, pour l'impasse des œillets, pour la rue des œillets du 15 au 36, pour l'impasse du Martin Pêcheur, on vous demande que ce déclassement ne porte pas atteinte évidemment en fonction de desserte ou de circulation de ces voies, mais monsieur le maire
propose de procéder au déclassement d'office des voies privées suivantes les nommées, les départs dénommés, et on vous demande de voter pour ou contre ce déclassement que nos concitoyens veulent et demandent. Après leur consultation. Évidemment. Et leur demande. Voilà. Merci Laurent pour cette explication. Y a-t-il des questions? C'est pas un dossier nouveau. Hein. Moi j'en ai une, Ouais. mais j'ai la réponse. Mais je la donne parce qu'elle arrivera plus tard, parce que c'était un peu. Parce que les gens vont pouvoir se dire, si on prend une image, c'est que s'ils redonnent une partie de la rue, ça vient changer la surface foncière. Donc ça vient changer forcément et potentiellement la fiscalité. Alors, si le foncier est bâti, ça ne change rien. Parce qu'on ne comptabilise pas la surface foncière du terrain dans l'impôt. Par contre, si le terrain n'est pas bâti, ça vient changer effectivement la fiscalité. Ça la diminue. Logique. Après, tout est construit. Pas dans tous les rues. Il y a des terrains qui sont plus les actes. Allez, dis-là, il y a des terrains qui sont plus les actes. Il y a un terrain. J'ai pas entendu, excuse-moi. Il y a des mots C'est l'acte notarié qui change. L'acte notarié qui change. C'est là que ça. Enfin, les autres, il a été juste avec une terre. Bon, en même temps, il s'agit là de remettre à jour une situation qui est objective. C'est-à-dire que ce sont des voiries utilisées, partagées. Donc il n'y a pas de débat. Christophe. Oui, pendant qu'on est dans la voirie, bon, ce sera en question diverse. Oui, attends, garde-en. Donc pour le moment, on est sur ce déclassement avec l'ordre et la consultation qui a eu lieu. Il n'y a pas de questions complémentaires, il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote contraire. Merci pour ce transfert dans le domaine communal des voiries privées que Laurent nous a présenté. Dernier rapport pour ce qui me concerne, une délibération d'avocat pour avocat. Vous savez que le 7 février 2015, nous m'avez autorisé à agir en justice auprès de la Cour d'appel de Poitiers, puis auprès de différentes instances susceptibles d'être saisies, en d'autres affaires, la citation comparative de l'ASMAC, la demande d'action subrogatoire des assurances du Crédit Mutuel, le recours préalable de l'AVIF. Le conseil municipal a délégué sans aucune réserve l'ensemble de ses attributions pour permettre au maire d'ester en justice dans le cadre de toutes les procédures liées aux conséquences de la tempête présidentielle. Dans le débat d'avocat, c'est pour ça que c'est une délibération d'avocat, la société assurance du Crédit Mutuel, vous savez, qui est partie du dossier, son avocate soutient que la délibération serait trop imprécise et qu'elle présenterait un risque. Nous, on pense, notre avocat pense qu'il n'y a aucune imprécision quant au mandat qui m'a été confié, notamment en ce qui concerne les différents appels interjetés. Pour autant, après discussion avec l'avocat, il m'a dit si vous voulez couper court à ce débat, il suffit de redélibérer. Je lui ai dit ça coûte pas de frais d'avocat. Donc je vous propose que nous redélibérions pour que vous renouvelez votre autorisation d'ester en justice pour le compte de la commune devant les juridictions administratives dans le cadre des procédures liées aux conséquences de la tempête Xynthia. C'est le fondement de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités qui prévoit que le maire peut en outre, par délégation du conseil, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'intenter au nom de la commune des actions de justice ou de défendre la commune, dans les actions intentées contre elle, dans le cas défini par le conseil, de transiger avec l'externe à la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de plus de 50 000 et plus. En fonction de cet article, je vous demande de m'autoriser à nouveau, mais avec ces précisions de droit qui risquaient de faire débat, comme on a des débats bien plus importants à avoir, de m'autoriser à acheter en justice au regard de ces précisions et de désigner maître Jérôme Maudet, qui travaillera par ailleurs avec Henri Carpentier, maître Carpentier, Jérôme Maudet étant l'avocat de droit public et Carpentier l'avocat spécialiste sur le droit des assurances, pour introduire toutes les instances devant notamment la Cour administrative d'appel de Nantes pour définir et garantir les intérêts de la commune et de ses contribuables. Voilà cette délibération qui ne fait que des précisions de droit sans grand intérêt. Y a-t-il des questions, des abstentions, des votes contraires? Il n'y en a pas. Ce rapport est adopté. J'en ai terminé pour les rapports du conseil municipal. Avant d'élargir au public, il y a peut-être au niveau du conseil municipal des questions. Je crois que Christophe a une question de voir. Je voulais juste
quand il y a des terrains qui sont pas entretenus, vous envoyez un courrier aux gens qui, quoi, il faut qu'ils taillent leur terrain et tout. On peut faire la même chose pour les maisons. Parce que Daniel t'avait demandé, on a une maison rue des Gailleuls, longtemps que l'arbre est dedans. Hein. Alors, il y Ça a n'a des pas été procédures. ouvert depuis 18 ans. Alors, il y a des procédures dans les villages, dans des anciens villages, j'allais dire, c'est les bâtiments qui menacent. C'est pas le cas là. Ah non, non, Il n'y a pas de danger. Non, il y a Ah pas oui. danger, mais il se fait un peu désordre. Ici, il y a danger. Il est en conflit avec madame. Donc, la question c'est de savoir s'il y a danger. On vérifiera s'il y a danger. S'il y a un danger, on peut intervenir par une application juridique. Au fond, alors. Et donc, L'antenne. intervenir. Ah oui, l'antenne. Oui. Et intervenir. Attendez, pour le moment, on est entre le conseil, après on élargit. C'est celle de la mairie. Il y a des règles de droit. Donc, s'il y a un danger, on peut intervenir. S'il n'y a pas de danger, nous ne pourrons pas librement intervenir dans les propriétés. Parce que ça fait vraiment. Alors, par contre, nous pouvons écrire et alerter les propriétaires, c'est ce qu'on fera. On va repérer la. Ouais, parce que de mémoire, ça doit être un contentieux familial, donc il doit y avoir un fils. Et ce monsieur est marié pas longtemps avant, donc, pour lequel. Ah non, il n'y a plus de contentieux, oui, c'est le fils qui a hérité. C'est le fils qui a hérité. Et Et vous avez vu, il y avait un contentieux. Il a hérité, il a pas D'abord les droits de succession. Non, c'est fini. Bon, C'est terminé, ça. on va lui écrire. Mais le numéro, je te le dirai pas, enfin, c'est facile à voir. 23. 23, c'est noté. Merci. D'autres questions entre À nous? côté, juste à côté de chez monsieur. On va pas dérouler. 24. Ah non, non, non. Faites le jeu, rien ne va plus. Parce que c'est le côté pair, c'est de mon côté. Donc c'est impair. Impair et passe. Donc c'est 23. Très bien. C'est juste Donc c'est 25. alors. à côté de monsieur Brustier. D'autres questions entre nous? Si on n'a pas, je propose de lever la séance du conseil municipal, mais de laisser pour celles de ceux qui souhaitent parler. Monsieur Bristier avait déjà envie de parler. Donc. Oui, je voulais simplement préciser que donc, cette maison, c'est l'ex-maison de Madame Olivier, pour les gens qui connaissent. Et donc moi, il y a une antenne qui s'est cassée depuis 3 ans, je crois, et qui à chaque coup de vent balance sur le toit et balance des tuiles. Moi, j'avais déjà signalé à l'époque. J'ai croisé Monsieur Olivier, donc le fils, l'été dernier, qui, je lui ai expliqué le fait qu'ayant une maison, il pouvait faire ce qu'il voulait sur ce terrain, notamment refaire quelque chose sur le terrain, pour emménager sa maison. Il aurait l'intention de reprendre et de refaire des travaux. Il m'a dit ça l'été dernier. Donc, mais moi je lui ai parlé de l'entretien. L'été 2018. Alors comment c'est l'été non, l'été 2017. L'été 2017. Déjà, elle n'avait pas brûlé en plus après? Non. Donc, a priori, il est conscient de la situation. Il y a un propriétaire qui est conscient de la Voilà, situation, mais qui ne veut rien faire. qui a un héritage et qui pour le moment n'en fait rien. Voilà. Ça fait. Mais si on peut le relancer par un courrier, ça serait bien. On va le relancer par courrier. On a déjà fait ça. Je me demande si la maison derrière est pas à côté. Il y a deux maisons, il y a la maison qui est devant. Il y a deux maisons et un Il garage. y a une maison derrière, il y a un garage et après une autre maison Il y a derrière. deux maisons et un garage. Il y a même une Et audition. je me demande si c'est pas squatté. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il y avait des jeunes sortis dans. Squatter l'été ou même Ah, l'été. l'été, ouais. C'est peut-être squatté par le propriétaire. Ok, d'autres questions? Ginette, Attends. vas-y. Luc? J'aurais voulu des précisions sur la digue ouest, le secteur 1 et le secteur 2. Oui. Alors, le secteur 1, c'est lequel enfin, quels sont ces secteurs? Parce que donc il y a un total. Le mieux c'est de travailler sur un plan, si on arrive à l'avoir. Tu peux l'avoir? Alors, oui, On voit sur la photo aérienne. Il n'y a pas d'autres plans de droit bien. Alors le secteur 1, il commence en fait à la fin de l'ancienne digue et au début de la digue du Platin. Au virage. Donc au cassement ici, là, donc on a la rue de la Bergerie ici, le chemin de la Bergerie. Et à un moment dans la digue, il y a un petit décrochement que vous connaissez sûrement, au niveau du chemin des douaniers. Donc voilà où se termine le secteur 1. Donc le secteur 2, bien sûr, commence ici. Et se termine en fait au niveau de l'esplanade, cet endroit-là. Et l'ancienne digue avec le perré calcaire, ça s'appelle le secteur 3. Donc les balles planches dont on parlait tout à l'heure, elles sont sur le secteur 1. Donc le secteur 2 correspond à l'aménagement devant le parking. Oui. C'est le secteur central. Du chemin des douaniers jusqu'au début du parking. Jusqu'à l'esplanade. Jusqu'au début de l'esplanade. C'est le secteur quoi ça? Ça, c'est le secteur 2 central. C'est le grand secteur 2 qui fait à peu près 500 mètres.
Parce que le coût m'impressionne un peu, là, quand même. 800 et quelques mille, là, 841 000. Là. Mais il n'impressionne pas que vous, il impressionne tout le Non, monde. parce que c'est Oui, non, mais... c'est pour les deux secteurs. Mais Plus 900 000 maintenant. Plus 900 Non, parce que les fichiers, 800 plus 900. Il n'y a plus de dunes, hein. 800 c'était sans les pales planches, et l'effet pales planches, c'est... Non, mais les pales planches, c'est bien après, ça, non? Non, il Non, mais là, il va falloir là. Là, il en faut ici. Les pales blanches, ça va partir d'ici là. C'est-à-dire que Les pales planches, tout ça? à partir du moment où la digue va être Ici, là. potentiellement De premier rang. de premier rang, parce que c'est le choix qui a été fait en 2012 de mémoire, l'eau rentre, à partir du moment où la bande dunaire disparaît, l'eau rentre au Grand Ouest, mais plus impressionnant, l'eau rentre avec du courant et des vagues, donc il s'agit d'avoir une digue de rang 2 qui soit de qualité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui d'une digue qu'on considère comme protégeant, mais au bout du compte, c'est la modification de la lauréate qui change tout. Ça devient, et ce en quoi moi je ne suis pas ni maître d'œuvre ni entreprise, mais je considère qu'il était normal que le maître d'œuvre vérifie que les travaux qui sont financés dans le cadre du PAPI soient conformes à la sécurité et à la durabilité, d'où ce bilan qui conduit à aller chercher, par ailleurs j'ai indiqué 900 000 euros, presque 900 000 euros de surcoût, ce qui vont nous conduire à aller chercher autant de financement, 40% l'État, 15% département, 15% la région, voire 10% au FEDER. Donc oui, c'est une machine complète. Hein. Et quelqu'un qui pourrait m'expliquer pourquoi une entreprise passe 2 mois à faire une bordure en béton pour couler du béton par derrière? Alors c'est pas le maire ça qui pourra vous expliquer ça, Bah, qui par ailleurs n'est pas maître d'ouvrage, mais je vous indiquerai qui peut vous répondre à ces questions. Pas de difficulté. bah, je pense avoir la réponse, je ne sais pas si je peux la donner. Ah ben si vous avez des questions et des réponses, c'est comme Laurent. Oui, non mais au début, qu'est-ce qui était prévu derrière cette bordure béton? Du sable. C'était du sable. Alors l'individu qui a prévu du sable posé sur du béton, et puis qui a cru que ça allait marcher, celui-là, il faut le pendre haut et court. Hein. Ouais. Alors, c'est pas le genre de la maison. Hein. Non, mais oui, ça je me doute. En Oui. République, on ne prend pas haut et court, c'était dans un autre temps historique. Non, mais c'est du n'importe quoi. Donc c'était évident qu'après, il fallait faire du Attendez, béton. Là, vous êtes dans une enceinte d'un conseil municipal Oui. qui a des compétences, qui, s'il y a des questions, qui peut les poser à qui de droit, je veux dire. Vous posez Je une sais pas à question qui les poser, moi. d'expertise technique, je pense qu'il n'y a aucun, vous compris, qui avait la capacité d'évaluer sans dossier, personne ne l'a, la qualité d'une étude et d'une entreprise. S'il y a des questions concrètes, moi je prends le courrier, la question précise, et on a Je dis ça parce que ça peut expliquer le coût, hein, effectivement, où on passe du temps alors que... Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est C'est entier. c'est pas fini. Et je pense qu'il faut être sérieux sur ces questions. Le secteur Elles sont suffisamment graves et importantes pour qu'on n'aille pas chercher des plans de guerre en disant s'il y a un surcoût, c'est parce qu'il y a autre chose à payer. Non, c'est malheureusement pas ça. Moi, je vais vous dire C'est ce que plus j'ai- simple. Hein, moi, je vais vous dire ce que j'ai entendu, Ouais. parce que c'est les gars qui travaillaient qui m'ont entendu. Ouais. Quand j'ai demandé pourquoi ils mettaient des bordures, il m'a dit parce qu'on va mettre du machin, là, comme ils ont mis sur toutes les digues, là, entre les deux. Et il y en a un qui est arrivé un jour et qui a dit comme ça, mais de toute façon ça tiendra jamais. Non, alors, c'est un autre. C'est pour ça qu'ils ont fait le béton après. Christophe, non, c'est un Qui autre c'est qui avait sujet. fait- qui c'est qui avait fait Oui, c'est Le exactement sable ce que je ciment, dis. c'est pour les pistes cyclables. En quelle période? Ça n'a rien à voir avec la sécurité, Ouais, mais ça peut la être durabilité. Ça, c'est le Et d'ailleurs, j'ai moi une zone de conflit avec l'entreprise et avec le syndicaliste, je l'ai précisé au président, sur les angles des bétons, notamment sur la partie 2, où on a des angles de béton qui n'autorisent pas un passage handicapé, et il y a aussi des handicapés qui ont le droit de se promener sur les lignes. Parce que la pente est trop forte. Elle était déjà très forte avant, ils ne l'ont pas redressée. Non, mais attendez, mes amis, méfiez-vous, on ne gère pas des affaires à 2 millions d'euros en écoutant les rumeurs. Hein, Ah ça, non, ça non, marche c'est- pas. Non, mais c'est- je c'est dis, les ouvriers y qui compris travaillent, les, non, mais y compris les ouvriers qui mélangent les questions entre le profil de l'ouvrage et la question du revêtement La crête. de la crête pour les pistes cyclables. Rien à voir. Rien à voir d'ailleurs, parce que si on veut rentrer dans les détails, entre la partie 1, la partie 2, la partie 3, il y a même des fondations bois qui permettront d'avoir des îlots de sécurité.
sur la digue. Donc, vous voyez, donc l'ouvrier de base, que je respecte complètement, il gère lui une partie béton, et on lui dit, il y aura des pistes cyclables avec le même revêtement que sur la digue est. Après, il dit ce qu'il veut, mais soyons sérieux. Enfin, si vous voulez, s'il y a des questions, on les traite. Pour le moment, sur les bétons, j'ai une question, moi, de pente, de niveau de pente, pour des questions d'accessibilité handicapée, qui sont, à mon avis, pas conformes aujourd'hui. Luc ? Je voudrais revenir sur la fameuse antenne, là. Tu parlais de galette tout à l'heure, là. Le diamètre de cette galette, là. était de 100 mètres à peu près. Voilà, en fait, il faut imaginer que la zone à couvrir, c'est la zone nord du centre-bourg de la Faute-sur-Mer. Et la présentation qu'on avait, que nous a fournie Orange à ce moment-là, faisait que la limite nord, en fait, de la zone de couverture pour l'antenne, se situait en gros derrière Catherine Mavé, donc derrière le domaine de la baie. Pierre Marin. Voilà. Et du coup, parce que la galette n'est pas gigantesque, et la zone à couvrir principalement, c'est tout le secteur nord, la zone les plus habitée, qui sont ici. Aujourd'hui, la galette ne couvre pas en fait la totalité de cet espace qui permettrait de la faire glisser vers le nord ou vers le sud, mais la technologie était présentée suivant une certaine puissance, donc ça veut dire qu'il y a aussi possibilité de travailler sur la puissance. Les technologies même des antennes varient énormément, donc il y a différents modèles d'antennes, elles ne sont pas toutes de la même façon, elles n'ont pas toutes le même spectre, donc elles ne travaillent pas dans le même angle. Donc automatiquement, quand j'ai demandé à Orange de déplacer l'antenne, ils m'ont dit on va réfléchir. Parce que techniquement, ça mobilise d'autres technologies, d'autres moyens, voilà, pour lesquels ils vont faire retravailler leurs techniciens. Ils vont trouver une solution, ils vont nous amener une solution forme de l'antenne, en fait, il faut qu'ils la trouvent rapidement et que ça ne vienne pas dans leur conseil d'administration à eux, changer le modèle économique et le paradigme, parce que là, le paradigme n'est pas le même. Donc c'est là où c'est compliqué, parce qu'on a tellement fait des bras, enfin des mains et des bras et de tout ce qu'on veut pour pouvoir récupérer ça, que c'est sensible. Vous avez une autre question ? Alors, d'autres questions ? Tout à l'heure, vous parliez du fameux skate, là. La profondeur de cette fosse, c'est de l'ordre de combien, là? Parce que là, on part sur le terrain nu ou... Non, c'est pas... Vas-y, on va le remettre. Le bol, il fait, par lui-même, il fait 1,20 m environ. 1,20 m en dessous du terrain naturel actuellement. C'est profond. Mais il est dans la partie haute. Non, mais il est dans la partie haute, il n'est pas dans la partie basse. Pas le terrain naturel. C'est pour ça qu'on a été obligé de C'est pour ça qu'on l'a déporté lors des discussions, parce qu'il est sur la partie haute. D'accord. Lors des discussions avec l'État, ce qui pose par ailleurs moins de contraintes, de risque d'avoir un bol plein de... Ouais, donc il a 350 pour 70. Oui, enfin, on le voit bien d'ailleurs sur le... On a les dimensions. Entre 350 et 5 mètres. Ah, 5 mètres non, mais c'est beaucoup 5 mètres. Non, moi je veux dire la tilderie du sol. Ah d'accord. On doit être à 350. Le bol est dans la partie haute. Vous voyez ici, en fait, quand on passe à pied actuellement sur le petit chemin qui emmène au pont, on voit bien qu'il y a un décrochement, puisque là il y a la pompe de relevage qui est ici, il y a presque 2,50 m de différence. Oui, il y a 2,50 m de dénivelé. Oui, il y a 2,50 m de dénivelé. La topo c'est 2,50 m. Donc on vient placer le bol ici pour que le fond du bol soit au-dessus du terrain naturel du parc. Ne serait-ce que pour les écoulements des autres puits. Parce qu'on ne veut pas, un pour les écoulements, deux pour la géotechnique. Sinon, il faut se taper des fonds de relevage. Donc, du coup, voilà, on élimine en fait les autres puits de façon gravitaire et naturelle, du fond du bol et des éléments qui sont ici, jusqu'à une noue qui a été mise en place sur le parc et qui permet de verser dans le fossé critique. Luc, encore une question? Oui, tout à l'heure, vous parliez donc du rachat de la rue des Œillets entre le 15 et le 36. C'est les numéros, ça, que vous parliez? J'habite au 33, moi. Je n'ai jamais été consulté. Je ne suis pas dans le secteur. C'est impasse ou rue des Œillets? Rue des Œillets. 2013. C'est 13? 2013. En 2013. En Il y a 2013. eu des consultations de 2013 à 2018, d'ailleurs. Ouais, Parce que j'en ai encore signé récemment, je pense que René en avait fait en son temps. Hein. On a cumulé toutes les consultations qui ont eu lieu. Effectivement, rue du Martin Pêcheur, rue des Violettes, rue des Terres-Vanches, impasse des Œillets, rue des Œillets, c'était René en 2013.
Oui, mais... Vous habitez là-bas en 2013 Non, j'ai une maison là-bas, mais je suis propriétaire, donc... Oui, mais il y a peut-être un locataire qui a été consulté ou... Bah, c'est pas lui qui... non, mais... C'est pas lui qui va vendre le terrain, quand même. Non. Bon, bah... Enfin, je dis ça comme ça, hein, moi j'ai pas été consulté. D'accord. Voilà. Ok. Il y avait d'autres questions? Et la dernière question, si je peux, si c'est possible, Oui, c'est possible. est-ce qu'on pourrait éventuellement connaître l'endettement par habitant, le dernier connu à la Faute-sur-Mer? Aucun problème, il est dans les ratios communaux. Je ne l'ai pas ici. Je vous renvoie à une très bonne lecture, c'est le journal communal de l'été, qui a été mis dans les boîtes le 15 juin, où on présentait l'état de l'endettement communal, parce que, je parlais de GEMAPI tout à l'heure, le transfert de GEMAPI a conduit également à transférer la dette communale des digues. Et vous regarderez, vous prenez en sortant le journal de l'été, il y a, je dis ça de mémoire, c'est moi qui l'ai gratté, il y a une décroissance importante, puisqu'il y a eu le transfert de toutes les dettes liées aux digues. Alors ça doit être un montant, j'ai dû mettre intérêt et capital, de mémoire. Après, c'est pas du tout compliqué, il y a des ratios nationaux qui vous permettent d'avoir le cliquet. Bah oui, c'est pour ça que je suis tombé sur le ratio national. Oui, alors, c'est typiquement la mauvaise chose à faire, parce que vous tombez sur des ratios de communes de 700 habitants, alors que la commune est une commune de 3200 habitants DGF, et une commune qui vit sur une gestion d'environ 10 à 15 000 habitants l'été, avec un casino, avec des fiscalités de taxes liées à son statut. Donc attention, on peut dire, mais alors, du grand n'importe quoi en prenant un ratio. Non, mais j'aurais voulu une explication. Je donne des explications parce qu'on me l'a déjà fait, le coup du ratio. Moi, je prends le ratio d'une commune rurale de 700 habitants qui ne fait pas d'investissement, qui ne fait qu'entretenir ses routes. Et effectivement, on tourne de l'échelle quand on regarde le ratio de la commune de la Faute-sur-Mer. Mais je le répète, la commune de la Faute-sur-Mer, c'est 3000, je dis ça de mémoire, 3200 habitants DGF. Autre chiffre, parce que celui-là il nous intéresse, sur les 44 communes, y compris Luçon, la Tranche, la Faute et l'Aiguillon pèsent 40% du potentiel fiscal. 40% du potentiel fiscal. Je vous donne des chiffres pour qu'on fasse attention avec les chiffres, avec les soi-disant experts, et qu'on ait de la précaution. Pour autant, la question de l'endettement par habitant, plus intéressant, la durée de remboursement de la dette. Vous savez, en combien de temps on rembourse une dette d'une collectivité si on ne fait pas d'autres investissements? Toutes ces questions sont naturellement à votre disposition. On les ressortira dans le cadre du budget primitif. Mais je fais déjà référence au document de l'été, puisque c'est un sujet qu'on suit de près, et la négociation GEMAPI était à ce titre exemplaire pour nous. Merci Luc pour ces questions. Y en a-t-il d'autres dans le public? Il n'y en a pas. Écoutez, je vous propose de... Ah oui, pardon, juste pour terminer. Je vais finir le conseil, c'est quelque chose d'un peu plus léger, on va parler d'école. Je vous invite dimanche là et dimanche prochain au marché de la Faute-sur-Mer. L'association des amis de l'école a fait des petits bocaux SOS Cookies, SOS Riolet Spéculoos, c'est super beau en plus. Et l'intégralité des recettes qui seront faites de ces bandes de bocaux faits avec les parents bénévoles sera reversée aux institutrices pour les projets pédagogiques de l'école. Comme ça, c'est très clair, parce qu'avant, il y a eu des trucs plus ou moins clairs. Là, c'est fait, les statuts sont changés, tout est carré. Les enfants, ça fait un super plaisir à faire ces petits bocaux. Donc, n'hésitez pas dimanche, offrez un petit bocal SOS Cookies, vous verrez comment ça reste. C'est bon. Merci. Et en plus, c'est bon. Pardon? Oui, mais on verra ça en 2020. T'as raison. C'est lui qui dit merci à vous, bonne soirée, bonne fête. Les fêtes vont commencer, on se retrouve dans le conseil.